Bonjour à tous. J'ai eu la chance de pouvoir faire une sorte de pause dans mes études cette année pour travailler sur des thèmes qui moi me passionnent, qui sont les thèmes de la santé et du bien-être. Et j'ai fait cette année, au fil de mes lectures et de mes rencontres, un certain nombre de découvertes incroyables que j'aurais bien aimé pouvoir découvrir avant et qui ont fait que cette année est une des plus belles années de toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir rendre ce que j'ai reçu et de partager avec vous toutes ces choses que j'ai pu apprendre cette année. Cette petite émission va se partager en 4 parties. Dans la première partie, je vous parlerai de votre corps. Je me concentrerai pour chaque vidéo sur un point spécifique en essayant d'abord de vous l'expliquer en quelques mots de manière un peu théorique, puis ensuite de vous donner des moyens pratiques de l'appliquer dans votre vie. Dans la deuxième partie, je me concentrerai plutôt sur votre tête, c'est-à-dire sur vos émotions, sur votre mental, sur vos pensées ou sur vos interactions sociales. Dans la troisième partie, je vous donnerai un challenge, plus ou moins difficile, que vous pourrez adapter en fonction de vos besoins et vos envies, que vous pouvez évidemment faire ou non, mais qui apportera, si possible, un petit peu de piment dans votre vie, ce qui est toujours bienvenu. La quatrième partie, enfin, sera un petit peu plus libre et un petit peu plus challengeante pour moi, on va dire que ce sera la plus compliquée à mettre en place, puisque j'essaierai à chaque fois de vous donner quelque chose que vous pourrez emporter au-delà de cette vidéo. D'où le nom de freestyle ou ouverture. Mais trêve de blabla, c'est parti. Dans la première partie, je vous parlerai aujourd'hui de l'eau et de l'importance qu'elle a pour notre santé. Dans la deuxième partie, je vous présenterai les neurones miroirs et les implications que cela a sur nos relations sociales et sur le sentiment de culpabilité. Troisième partie, un petit challenge. Et je vous conseille sincèrement de rester pour la quatrième partie puisque je vous parlerai d'une expérience qui m'est chère et qui est mystérieuse. C'est une expérience très simple à expliquer et à comprendre, mais qui a de grandes implications sur la manière dont nous comprenons le hasard. Et comme indiqué dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui de robots et de poussins. Commençons donc par la première partie qui va parler d'un sujet qui paraît très simple, mais qui pourtant est extrêmement complexe, l'eau de boisson. Commençons par rappeler quelque chose de très important, vous êtes constitué à 70% d'eau. Et cette eau est absolument partout dans votre corps, elle est dans votre sang, dans votre lymphe, mais toutes vos cellules baignent dans l'eau et l'intérieur de vos cellules est également constitué d'eau, majoritairement. Or, toute cette eau qui constitue votre corps se renouvelle très vite. D'ailleurs, lorsque vous buvez de l'eau, à la bouteille par exemple, en moins d'une demi-heure, elle a déjà pénétré dans le sang et elle est déjà en train de baigner vos cellules et de lui transmettre ses propriétés, bonnes ou mauvaises. Mais avant de vous conseiller sur les meilleures eaux à boire et celles à éviter, j'aimerais d'abord vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que certaines eaux sont meilleures que d'autres. Il y a une branche de la médecine et de la science qui s'est intéressée particulièrement aux liquides, et donc à l'eau qui constitue le corps, et à leur influence sur notre santé. Il s'agit de la bioélectronique, une branche de la science créée en 1948 par Louis-Claude Vincent. La bioélectronique propose de décrire la qualité des liquides qui constituent notre corps à l'aide de 3 variables facilement mesurables. La première de ces 3 variables est le pH. On en a tous entendu parler, c'est une variable qui mesure l'acidité et qui va être comprise entre 0, qui est très acide, et 14, qui est très basique ou alcalin. Notre corps va chercher en permanence à équilibrer le pH pour qu'il ne devienne ni trop acide ni trop basique, et il va essayer de le maintenir entre 7,34 et 7,43. La deuxième variable s'appelle le RH2, ou encore coefficient d'oxydoréduction. Sans entrer exactement dans ce qu'est l'oxydoréduction, une manière simple d'au moins comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est de penser à votre pomme. Vous venez de croquer votre pomme, et vous voyez que si vous la laissez un petit peu, elle va devenir marron. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Votre pomme, en fait, va être oxydée par les molécules d'oxygène. Et il faut se rappeler qu'il y a ce phénomène qui se passe en permanence à l'intérieur de votre corps, puisque vous absorbez de l'oxygène à l'intérieur. Il va donc être oxydé. Le coefficient d'oxydoréduction, RH2, va, entre guillemets, mesurer cette oxydation. Il va aller entre 0, qui est très réduit, donc très peu oxydé, jusqu'à 42, qui a une valeur très très oxydée. Pour donner un ordre d'idée, le corps va chercher en permanence à se maintenir entre 20 et 24, c'est-à-dire à peu près à l'équilibre entre oxydation et réduction. Et enfin, une troisième variable qui est la résistivité, c'est-à-dire grosso modo la résistance du liquide lorsqu'on fait passer un courant à l'intérieur. Plus elle est élevée et plus le liquide va résister au passage du courant. Et c'est une variable qui va dépendre des 2 autres. Bon, l'important c'est pas de se rappeler exactement ces 3 variables ou même les valeurs qui doivent être prises par ces variables. L'important, c'est de regarder le diagramme que j'ai écrit là derrière. On voit qu'il y a 4 zones qui apparaissent, qui correspondent chacune à ce qu'on appelle un terrain, c'est-à-dire quelque chose qui va faciliter ou non l'apparition de certaines maladies. La partie en bas à gauche, qui correspond à un terrain qui va être réduit et acide, c'est ce qu'on appelle la partie de pleine santé. Grosso modo, c'est la partie qui va être la plus favorable à l'apparition et au maintien de la vie.
La partie en haut à droite, par contre, qui est plutôt alcaline et oxydée, c'est le terrain des grandes maladies de civilisation. C'est un terrain propice à certaines grandes maladies comme le cancer, Huntington ou encore d'autres maladies peut-être plus bénignes comme l'asthme par exemple. Or, malheureusement, notre mode de vie et les produits que nous consommons auront plutôt tendance à nous pousser en haut à droite. Pour rester en bonne santé, il faut donc chercher à contrecarrer ce mouvement vers le haut et la droite avec un mouvement vers le bas et la gauche. Et c'est pour ça qu'il y a des eaux qui sont meilleures que d'autres. Même si évidemment il y a des différences entre chaque personne, globalement, boire une eau qui va être plutôt acide et réduite va nous permettre de contrecarrer les effets de notre mode de vie et de revenir à un terrain plus propice à la santé. Voilà pour la théorie, maintenant il est temps de passer à la pratique. Quelles sont donc les meilleures eaux, celles qui vont nous apporter la santé et contrecarrer l'effet de notre mode de vie stressant? Déjà, en premier lieu, je vous conseillerais d'éviter autant que possible l'eau du robinet, puisque même si aujourd'hui elle est potable, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de germes, elle n'est pas pour autant bonne pour la santé, puisqu'elle est très oxydée et a tendance à être très alcaline. Donc tout l'inverse de ce qu'on recherche. Ensuite, et contrairement à ce que veulent nous faire gober les publicitaires, les eaux très riches en minéraux ne sont pas de bonnes eaux de boisson. Tout d'abord, même si les sources dont ces eaux sont extraites présentent en général de bonnes propriétés, la plupart de ces propriétés sont en général détruites lorsqu'on met l'eau en bouteille. Ensuite, les minéraux qui contiennent et qui sont censés faire leurs propriétés sont très peu assimilables par le corps humain, c'est-à-dire que le corps humain va avoir des difficultés à les utiliser telles quelles. Enfin, à cause des minéraux qu'elles contiennent, ce sont en général des eaux qui ont une très faible résistivité et qui sont donc plutôt du côté en haut à droite du cadran, c'est-à-dire le côté qu'on aimerait bien éviter. Ces eaux très minéralisées comportent quand même un certain nombre de bienfaits, mais il ne faut pas en abuser, il faut en boire maximum une semaine par mois, c'est-à-dire environ une semaine sur 4. Et voici donc ce que vous attendiez depuis le début de cette partie, c'est-à-dire le top 3 des eaux à boire au quotidien. La première est une eau qui s'appelle l'Oretana et qui apparemment a des propriétés exceptionnelles. Sur ces 3 variables, pH, RH2 et résistivité. Seulement, pour être honnête, c'est une eau que je n'ai jamais vue autant dans un magasin grande distribution que dans un magasin biologique. Donc, je ne peux sérieusement pas vous dire ce qu'elle vaut, et encore moins vous la conseiller, puisque vous aurez beaucoup de difficultés à la trouver, il me semble. La deuxième eau dans le classement, c'est une eau qui s'appelle Rosée de la Reine, et c'est un petit peu le même problème que l'Oretana, c'est-à-dire que elle, je l'ai déjà croisée, j'ai déjà pu l'essayer, mais c'est une eau que je n'ai personnellement trouvée que dans des magasins biologiques, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas ni les moyens de se l'acheter, ni forcément accès à cette eau. Mais si vous pouvez, foncez dessus. Et voici donc pour terminer l'eau que j'utilise moi au quotidien, il s'agit de Monroucou. C'est une eau que vous pouvez trouver à peu près dans n'importe quel supermarché. Moi, je l'achète autant chez Monoprix, chez Auchan, chez Carrefour. Elle se trouve partout et elle possède d'excellentes propriétés, autant sur le pH que sur la résistivité, que sur le coefficient RH2. Évidemment, il n'y a pas ici de placement de produit. Je me base sur des données scientifiques et vous pouvez, si vous avez un doute, aller checker les sources que je vous mets dans la description. Il est temps de passer à la deuxième partie qui est la partie bon pour la tête. Et nous allons parler maintenant de neurones miroirs. Pour vous placer le contexte, c'est finalement quelque chose d'assez récent puisque c'est, avant de vous décrire ce que c'est exactement, ça a été découvert dans les années 1990 et on a prouvé leur existence chez les humains seulement en avril 2010. Donc il y a environ 7 ans. 7-8 ans maintenant, à peu près. Pour vous expliquer ce que sont les neurones miroirs, je vais vous expliquer l'expérience qui a permis de mettre en avant leur existence. Imaginez, vous mettez un casque sur la tête d'une personne qui permet de mesurer les signaux émis par son cerveau, par les neurones dans sa boîte crânienne. Vous lui demandez ensuite de faire une action, par exemple lever le bras, tout simplement, et vous voyez qu'il y a une zone du cerveau qui s'active dans l'aire motrice, l'aire du cerveau en fait qui contrôle les mouvements. Jusque-là, rien n'est normal, je lève le bras, je fais un mouvement, et il y a donc la zone dans mon cerveau chargée de mettre mon corps en mouvement qui s'active. Maintenant, on fait la même expérience, on vous demande cette fois de ne plus bouger, et on demande à quelqu'un en face de vous de lever le bras. On pourrait s'attendre en toute logique à ce que l'aire motrice de la personne qui observe le mouvement, vu qu'elle ne fait pas de mouvement, ne s'active pas. Et ce qui est très étrange dans cette expérience et qui a bouleversé la science à cette époque, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même chez la personne qui observe le mouvement, cette zone s'active. Autrement dit, même si vous n'avez fait aucun mouvement, votre cerveau va s'activer comme si c'est vous qui aviez fait le mouvement, alors que vous n'êtes que en train d'observer une personne en train de faire ce mouvement en face de vous. Encore autrement dit, et c'est là que ça devient perturbant, à chaque fois que quelqu'un d'autre fait une action en face de vous, votre cerveau va réagir comme si c'est vous qui avez effectué cette action. Lorsque vous voyez quelqu'un se mettre en colère, votre cerveau va réagir comme si c'était vous qui étiez en colère. Lorsque vous voyez quelqu'un en face de vous frapper un animal, votre cerveau va réagir comme si c'est vous qui aviez frappé cet animal. Tout ce que les autres personnes font autour de vous, votre cerveau l'interprète comme si c'était vous
qui aviez effectué ce mouvement. Ce groupe de neurones qui s'active lorsque quelqu'un en face de vous fait une action, on les a appelés les neurones miroirs. Or, la découverte de ces neurones miroirs change beaucoup de choses. Pour illustrer, prenons le cas particulièrement complexe d'un viol. Une personne qui a subi un viol va quasiment toujours en ressortir avec un traumatisme. Mais malheureusement pour elle, ce traumatisme est double. D'un côté, elle est victime d'un viol. Mais pendant son agression, il y a également ces neurones miroirs qui se sont activés. Les actions de son agresseur ont activé ces neurones miroirs et son cerveau a donc réagi comme si c'était elle qui était coupable de l'agression. Comme si c'était elle qui avait effectué toutes ces actions et non pas qu'il en était uniquement victime. Il y a donc également une partie de son cerveau, la plupart du temps qui restera inconsciente, qui considère qu'elle n'est pas uniquement victime de viol, mais qu'elle est également coupable de viol, ce qui constitue évidemment un deuxième traumatisme. Or, pour pouvoir s'en sortir, il faut à la fois guérir le traumatisme de la personne en tant que victime et guérir son traumatisme en tant que coupable. Évidemment, elle n'est pas coupable, mais son cerveau a réagi comme si c'était elle qui était coupable de l'agression. Et malheureusement, ce deuxième traumatisme est la plupart du temps minimisé, voire complètement oublié, ce qui freine totalement la guérison. Mais les neurones miroirs permettent d'expliquer un second phénomène un peu moins extrême et qu'on vit au jour le jour, qui est le phénomène de culpabilité. Par exemple, une situation qu'on vit chaque jour, c'est on a une personne autour de nous, que ce soit un inconnu ou quelqu'un de notre entourage, qui va faire quelque chose qui va nous énerver, qui va avoir un comportement vers lequel on va se dire mais sous de ma gueule là, et n'importe quoi. La question c'est pourquoi est-ce qu'on s'énerve contre cette personne? Pourquoi est-ce que le comportement d'une autre personne va créer quelque chose en nous et nous énerver? Eh bien, les neurones miroirs permettent d'apporter une forme de réponse. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un et tout d'un coup, il se met en face de vous à se curer le nez, ou alors il va être dans un restaurant chic et va commencer à lécher son assiette. Et donc vous voyez ça et vous ressentez un sentiment, vous pouvez en tout cas ressentir un sentiment de colère ou un sentiment de dégoût, ou en tout cas vous allez ressentir quelque chose de négatif. Mais pourquoi? En réalité, lorsque la personne fait cette action en face de vous, les neurones miroirs dans votre cerveau vont s'activer et votre cerveau va donc considérer que c'est vous qui avez fait cette action. C'est vous qui êtes en train de vous curer le nez ou c'est vous qui êtes en train de lécher votre assiette dans un restaurant haut de gamme. Or, l'apprentissage que vous avez reçu, que ce soit de vos parents, de l'école, des gens que vous avez côtoyés, font qu'il y a dans vos cerveaux un certain nombre de comportements qui vous semblent interdits. Par exemple, votre maman qui vous a dit qu'il ne fallait pas se curer le nez, ou vous avez lu dans un livre qu'il ne fallait pas lécher son assiette au restaurant. Or, lorsque quelqu'un fait ces choses en face de vous, à cause de vos neurones miroirs, c'est comme si vous étiez en train d'accomplir ces comportements qui, dans votre cerveau, quelle que soit la raison qui a mené à ça, sont interdits. Et comme pour votre cerveau, vous êtes en train de faire quelque chose d'interdit, vous allez vous sentir coupable, vous allez ressentir de la culpabilité, alors que ce n'est pas vous qui êtes en train de faire l'action, c'est quelqu'un en face de vous. Et donc vous allez être dégoûté, vous mettre en colère, ou en tout cas mal réagir. Voilà pour la théorie, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La prochaine fois que le comportement de quelqu'un vous énerve, vous irrite ou vous dégoûte, repensez à cette histoire de neurones miroirs. Et rappelez-vous que si l'autre vous énerve, c'est surtout qu'en fait vous êtes énervé contre vous-même. Donc le fait que vous soyez énervé contre quelqu'un d'autre ne vous apprend rien sur l'autre, il vous apprend quelque chose sur vous. Il vous apprend que vous avez un blocage ou un interdit, quelque chose qui crée de la culpabilité dans votre propre cerveau. C'est un moyen puissant pour se rendre compte de ses propres conditionnements, de ses propres blocages, la plupart du temps évidemment acquis, et de pouvoir ensuite consciemment les traiter et décider de s'ils sont justifiés ou non. Pour résumer cette deuxième partie, ce que nous ne supportons pas chez l'autre, c'est ce que nous ne supportons pas de nous-mêmes. Mais ça marche également dans l'autre sens. Ce qu'on va apprécier chez l'autre, c'est ce qui va entrer en résonance avec ce que nous apprécions chez nous, mais que nous ne mettons pas toujours en valeur. Passons maintenant à la troisième partie, qui est donc le challenge. Il s'agit aujourd'hui exceptionnellement d'un challenge en deux parties. Je vous donne la première partie maintenant et je vous donnerai tout à la fin de la vidéo la deuxième partie. Partons d'un constat très simple d'abord, il y a un moment où l'on naît et il y a un moment où l'on meurt. Si vous vouliez de la profondeur, pour l'instant c'est raté. Or, si nous connaissons le moment de notre naissance, nous n'avons aucune idée du moment de notre mort. Cela pourrait être dans 30 ans comme dans 2 minutes. Il est donc parfois utile de pouvoir faire un petit bilan de sa vie. Et c'est ce que nous allons faire dans ce challenge. J'aimerais que vous preniez sincèrement 2 minutes et que vous écriviez sur une feuille de papier 3 choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Prenez le temps d'y réfléchir, essayez de penser à des choses réalistes, mais où sincèrement, vous aimeriez pouvoir dire sur votre lit de mort « J'ai fait ça. J'ai réussi à faire ça dans ma vie. » Je vous conseille de mettre en pause la vidéo, que vous ayez le temps de réfléchir, puisque moi maintenant je vais passer à la 4e et dernière partie, mais conservez précieusement cette liste, j'en aurai besoin à la toute fin de la vidéo. Bien, il est maintenant temps de passer à la 4e partie pour laquelle je vous ai tellement teasé. L'expérience que je vais vous raconter provient d'une thèse de médecine, donc une thèse pour devenir médecin, assez sérieux,
faite en 1986 par René Péhoche et qui s'appelle « Mise en évidence d'une action psychophysique de l'homme et du poussin sur le thicoscope ». Tout un programme. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un thicoscope? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un thicoscope, c'est un petit appareil conçu, il me semble, par René Péhoche pour les besoins de cette expérimentation, et qui est en fait un robot qui va être capable de tourner sur lui-même et de se déplacer de manière aléatoire. C'est donc un appareil qui est capable de se déplacer tout seul de manière autonome et de manière aléatoire, et surtout en fait de laisser une trace de son passage. Il y a une espèce de petit stylo ou de marqueur en dessous qui va tracer au fur et à mesure le trajet du thicoscope. Dans la première partie de sa thèse, René Péhoche a étudié des sujets humains. Il a d'abord laissé tourner le thicoscope dans une zone dédiée, délimitée, sans que personne ne regarde. Il a ensuite regardé les tracés laissés par le thicoscope et a pu observer que, grosso modo, le thicoscope a à peu près visité de manière égale toutes les zones. Un comportement normal, puisque le thicoscope est censé se déplacer de manière aléatoire. Donc c'est normal qu'il visite toutes les zones de manière à peu près égale. Mais ensuite, il a demandé à des gens de s'asseoir en face de cette zone et leur a demandé d'essayer d'influencer le thicoscope pour qu'il soit le plus possible proche d'eux. Évidemment, sans bouger, sans pouvoir toucher le thicoscope, juste essayer avec l'intention, le pouvoir de l'intention de rapprocher le thicoscope. Il a laissé tourner ça pendant environ 10 minutes par personne et a ensuite regardé les tracés laissés par le thicoscope. Et il a observé une chose extrêmement étrange. Il a pu observer que la zone A, c'est-à-dire la zone la plus proche de la personne, était visitée quasiment 2 fois plus par le thicoscope que la zone D, qui est la zone la plus éloignée. Alors que quand on laisse tourner le thicoscope sans personne, grosso modo, on est à 50-50. Intrigué par ce résultat, René Péhoche a voulu aller plus loin et a décidé d'essayer non plus avec des sujets humains, mais avec des poussins. Pourquoi des poussins, me direz-vous? C'est très simple, les poussins ont une propriété particulière que les humains n'ont pas. Lorsqu'un poussin naît, il va s'attacher émotionnellement à la première chose qu'il voit. Normalement, évidemment, la première chose qu'un poussin voit, c'est sa mère. Mais quand on est un chercheur, c'est une aubaine, puisqu'il est assez facile dans ces conditions de faire en sorte que la première chose que le poussin voit ne soit pas sa mère, mais par exemple un thicoscope. Tout à fait au hasard. René Péhoche s'est donc débrouillé pour obtenir plusieurs centaines de poussins émotionnellement attachés à son thicoscope. Les poussins le suivaient partout, piaillaient quand il n'était pas là, exactement comme un poussin ferait avec sa mère, puisque pour le poussin, le thicoscope était devenu l'équivalent de sa mère. À partir de là, René Péhoche a fait une expérience très similaire à ce qu'il avait fait avec les humains, mais avec des poussins. Il a laissé tourner son thicoscope d'abord sans poussin, dans une zone rectangulaire, et a mesuré les déplacements du thicoscope au fur et à mesure. Comme dans le cas des humains, on observait que le thicoscope avait à peu près autant visité toutes les zones, puisqu'il se déplace de manière aléatoire. Mais lorsqu'il rajoute le poussin dans un coin, il se rend 7 fois compte que la zone la plus proche du poussin a été quasiment 3 fois plus visitée que la zone la plus éloignée. Et il a ensuite effectué des calculs dans sa thèse pour démontrer que la probabilité pour que ce résultat soit entièrement dû au hasard est inférieure à une chance sur 10 millions. Mais René Péhoche s'est alors demandé à ce moment s'il n'était pas possible que ce soit uniquement la présence physique du poussin et non son intention qui soit la cause de ce résultat étrange. Il a donc créé une troisième expérience qui est, je pense, mon expérience préférée des trois. Il a donc décidé cette fois-ci non plus de relier ses poussins émotionnellement à son thicoscope, mais de les accrocher tête en bas par groupe de 4 autour d'un des coins de la zone d'étude. Et il a installé sur son thicoscope une bougie allumée. Évidemment, la bougie sur le thicoscope ne s'approchait pas à plus de 8 cm des poussins, donc pas assez pour leur causer quelques dommages que ce soit, mais assez pour leur causer une sacrée grosse frayeur. Je trouve ça incroyable, sachant qu'il s'agit d'une thèse de médecine quand même, et qu'il a eu sa thèse ensuite. Et il a donc constaté dans cette expérience que c'était bien la zone la plus éloignée des poussins qui était la plus visitée. Et évidemment, quand on enlève les poussins, on a toujours une répartition de 50%, 50% environ. Je ne chercherai pas à donner d'explication à ces phénomènes. D'ailleurs, René Péhoche lui-même dans sa thèse a précisé que son but n'était pas de démontrer ou de proposer des causes à ces phénomènes, mais uniquement de les mettre en avant. Mais je rappellerai que l'on sait depuis l'avènement de la physique quantique qu'un observateur a une influence sur le phénomène qu'il observe. Et au vu de cette expérience, on pourrait demander s'il serait possible que le rôle de celui qu'on appelle généralement l'observateur dépasse le cadre de la simple observation pour avoir une influence réelle sur le phénomène physique observé. Et si c'est le cas, la science finira bien par devoir le prendre en compte. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette première vidéo, mais avant de nous quitter, 2 choses importantes. Je vous avais demandé tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, comme challenge, d'écrire 3 choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Et voici maintenant la suite tant attendue de ce défi. J'aimerais que vous choisissiez une de ces 3 choses et que vous effectuiez maintenant une action qui va vous permettre de l'accomplir.
Ça peut être passer un coup de fil, envoyer un mail, se renseigner sur internet, peu importe, juste quelque chose qui vous rapproche de votre but. Et évidemment, si vous n'avez pas le temps maintenant, faites-le un petit peu plus tard, mais essayez de ne pas oublier. Et une dernière chose avant de nous quitter. Même si j'ai pris un vrai plaisir à tourner cet épisode et que j'ai sincèrement l'intention d'en tourner d'autres, quoi qu'il arrive, ce premier épisode est un épisode pilote. Mon but est un petit peu de pouvoir tâter le terrain, voir si le concept plaît, s'il a besoin d'être modifié, et surtout de savoir quels sont les moyens que je peux investir dedans. Ce qui me permettrait par exemple de sortir de la situation actuelle où mon trépied coûte littéralement plus cher que ma caméra. Donc s'il vous plaît, je vous demande vraiment une chose. Ne partez pas sans avoir laissé quelque chose derrière vous. Ça peut être simplement mettre un j'aime ou un commentaire, ou si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la faire connaître en la partageant. Et un truc qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que vous vous abonniez à la chaîne pour recevoir les futurs épisodes. Et surtout, moi, ça m'indiquerait que vous avez aimé et que vous avez envie d'en voir plus. On entend souvent dire que la qualité des vidéos sur YouTube baisse de jour en jour. Mais lorsque vous tombez sur une vidéo qui vous plaît et que vous partez sans avoir essayé de soutenir le créateur ou sans avoir diffusé son contenu, vous êtes en partie responsable de la baisse de cette qualité. À chaque fois que vous faites ce choix. YouTube ne sera demain ni meilleur ni moins bien qu'hier. Il sera juste ce que nous en ferons. Vous, moi, comme toutes les autres personnes sur YouTube. Alors participez activement. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et d'ici là, prenez le temps d'être heureux.